Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo qui vous montrera comment accéder à une base de données distante depuis PostgreSQL. Voilà donc pour cette démonstration, nous allons prendre un cas concret. Il va s'agir de la migration des données de mon application de suivi de la consommation et de la production électrique et nous allons effectuer une migration des anciennes tables vers les nouvelles en faisant attention car les schémas ne sont pas les mêmes. Alors je vous présente en gros l'application. Donc voilà à quoi ressemble l'application. Ça, c'est les données anciennes. Comme on peut le voir, on a un long historique des gains, ce qui implique que la database donc est complète. Alors que si on prend la nouvelle version, qui est en test seulement depuis quelques jours, l'historique des gains est beaucoup plus court. Les deux tournant sur des machines différentes et sur des databases différentes. Donc présentation des intervenants. La machine source, enfin en fait les deux machines sont des bananes API hein, comme d'habitude. La machine source pardon, tourne sur Arch et avec une base de données Postgres 17.2. Voilà. La machine de destination, elle tourne sur Gentoo et une vieille database sur 11.7. Alors c'est quelque chose d'important à noter, c'est que toutes ces méthodes fonctionnent quelles que soient les versions des databases. Autant que je me souvienne, les databases sont supportées à partir de la version 8.3 qui est vraiment très très ancienne. Donc le fait qu'il y ait un gros gap entre la source et la destination, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, n'impacte pas le processus de migration. La première chose à faire, évidemment, c'est d'effectuer des sauvegardes. Donc c'est parti. D'abord, on va commencer par la machine de destination. Voilà, là voilà. 474. Ok. On va faire la même chose de l'autre côté. 461. Bon, normalement, ça ne devrait pas forcément gêner sur la machine source, mais enfin, on ne sait jamais. De toute façon, un backup est toujours le bienvenu. Les sauvegardes étant maintenant effectuées, on va voir les différentes méthodes pour transférer les données d'une base à l'autre. La première solution évidente, c'est évidemment de le faire par des sauvegardes. Alors il y a deux solutions. C'est on utilise la commande habituelle pgdump all qui va sauvegarder toute l'instance, donc toutes les databases qui ont été définies à l'intérieur de notre cluster. Ou alors il y a évidemment la possibilité de sauvegarder qu'une seule base de données avec la commande pgdump. Comme vous avez pu le voir quand j'ai fait les sauvegardes, c'est intéressant aussi de mettre le // clean. Quel est l'intérêt du // clean? C'est qu'en fait, le pgdump va vous créer un fichier SQL et cette option va indiquer au début de ce fichier SQL de faire le ménage dans d'éventuels objets existants. Du coup, vous allez pouvoir jouer directement votre fichier SQL sans vous soucier du contenu de la base précédente. Vous pouvez même le jouer à plusieurs reprises si vous le voulez et ça se fait uniquement en une seule commande. Pas de ménage manuel à faire. La deuxième solution, c'est par les commandes classiques copy. Alors copy tout court, c'est la commande SQL qui correspond au standard. Voilà. Et le /copy est une extension de Postgres. L'un comme l'autre va copier le contenu de la database sous forme de fichier à plat. Alors l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'en fait le schéma de la database et les éléments satellites, comme par exemple les index, tout ça, ne sont pas copiés en même temps. Uniquement les données sont copiées. Ensuite, il y a deux autres solutions, celles que nous allons voir dans ce tuto. Le premier, c'est en utilisant la commande dblink et la seconde en utilisant une extension qui s'appelle Postgres FDW. C'est sur cette dernière que je vais le plus m'appuyer, étant donné que c'est la plus puissante et la plus intéressante dans mon cas. Commençons dans un premier temps par voir dblink. Donc dblink est une fonction SQL qui exécute une requête sur une base distante. Généralement, il s'agit uniquement de faire un select, mais n'importe quelle instruction d'interrogation fonctionnerait. Il faut évidemment que la base de données distante soit configurée pour accepter des connexions externes. Ça, je vous laisse voir la documentation
de la base de données de PostgreSQL. Faites attention quand même aux sécurités. C'est évidemment une faille, hein. Si on laisse tout ouvert pour tout le monde, c'est pas forcément idéal au niveau sécurité. Comment ça fonctionne? Donc la première chose, il faut installer l'extension DB-Link avec la syntaxe classique, create extension DB-Link. Ensuite, la syntaxe, il y a trois syntaxes différentes. La première, où on indique le nom de la connexion quand la connexion a été définie de manière externe. Ensuite, la requête SQL qu'on va sélectionner, qui se trouve ici. Et ensuite, on voit que ça envoie des types record. Donc, on va en parler par la suite. La deuxième syntaxe, c'est à peu près la même. La seule chose, c'est que la première chaîne n'est pas le nom de la connexion, mais la chaîne de connexion. Donc ça, on en reparlera aussi lors de notre méthode. Derrière, c'est la base, c'est la requête SQL qu'on va lancer et ça lance aussi des records. Enfin, la dernière, c'est uniquement la requête SQL qu'on utilise et on utilise la connexion par défaut. Voilà. Ce qui donne dans mon cas précis, donc ça serait un select étoile from DB-Link, on le voit ici. Ensuite, une chaîne de connexion, donc c'est syntaxe PostgreSQL, c'est le protocole qu'on utilise. Ensuite, l'utilisateur et le mot de passe sur le host qui s'appelle Torchwood et la base se nomme test. Et ensuite, on voit la requête qu'on essaye de lancer, donc c'est un select blablabla from electricity counter, etc. Alors, il y a plusieurs points à noter. Donc, j'ai déjà parlé de la chaîne de connexion. C'est du classique. Je vous laisse voir la documentation. Il est possible d'omettre certains paramètres. Par exemple, si le compte n'a pas de mot de passe, et ben, simplement on les mis. On peut aussi omettre, pardon, je vais y arriver, le nom de la base. Dans ce cas-là, il utilisera la base de données par défaut. Le deuxième point à noter, c'est la syntaxe de la requête à lancer. Voilà, donc en fait, comme on le voit, on lance simplement une requête SQL, mais comme on retourne un type record, en fait, il faut spécifier quel est le format des données qui vont être retournées. Si vous ne fournissez pas le as avec la définition de la table, vous allez vous retrouver avec une erreur de syntaxe. Alors en résumé avec cette méthode, eh bien, on peut déjà commencer par formater les données, comme on le ferait avec une vue, très pratique. Le deuxième, c'est que tout se passe au niveau de la requête. Pas besoin de créer quoi que ce soit avant. Ça peut être tout mis dans une seule et unique ligne. Par contre, les inconvénients, la syntaxe est lourde, c'est non flexible du fait qu'il faut faire la description de la table. En clair, si la table source change, vous faites un alter dessus, il va falloir aussi modifier le DB-Link en conséquence. Et le gros point bloquant dans mon cas, c'est que cette fonction DB-Link n'est prévue que pour interroger la base distante, pas pour la modifier. Dans mon cas, la source, c'est la base sur laquelle je vais faire mes requêtes, mais par contre, je vais insérer les données sur la base distante. Donc du coup, je ne peux pas utiliser le DB-Link. C'est pour ça que je vais utiliser l'autre solution. Nous arrivons maintenant à la méthode la plus flexible et la plus puissante, l'extension Postgres FWD. Il est donc temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, la première chose à faire va être de créer l'extension. Donc, je me log sur ma database et je fais le create extension. La deuxième opération à faire va être de déclarer le serveur distant. Donc voilà, Schlong. Voilà, donc maintenant c'est fait. Alors, chose importante à noter, ça se passe au niveau des options. Donc déjà ici, create server, c'est le nom qu'on va utiliser dans les requêtes suivantes. OK. Ensuite, dans les options, il y a deux informations à fournir. Le premier, c'est le serveur sur lequel se trouve la base de données, et le deuxième, c'est le nom de la base de données. Comme on peut le voir, il n'y a pas de notion encore d'utilisateur. On définit simplement l'accès à la base distante. OK. Donc next, on passe à l'utilisateur. Donc là, je vais faire un mapping directement sur mon user à moi. OK. Et je vais indiquer que j'utilise l'utilisateur distant qui s'appelle domestic2. Donc c'est parti. Strong.
Voilà. C'est au niveau de la base distante que je vais restreindre les droits. Donc si par exemple je souhaite que cette connexion distante puisse seulement accéder à ma base en lecture sur l'utilisateur domestique sur Torchwood, je vais lui dire qu'il n'a les droits de faire que de la lecture. Bon, dans mon cas, je lui ai donné tous les droits étant donné que je dois faire des insertions sur la base de données. Alors, il y a plusieurs solutions. C'est où on utilise directement un mapping sur une table elle-même avec la fonction create foreign table. Ok, donc la syntaxe est ici. Ce qui va faire qu'en fait, on va créer une table virtuelle sur notre base locale qui correspondra au contenu de la base distante, de la table qu'on aura indiquée sur la base distante. Ok. Comme on peut le voir dans les options, on peut aussi sélectionner la façon dont les valeurs sont présentées. Moi, je vais faire quelque chose de différent. Je vais carrément exposer tout mon schéma, ce qui me permettra de transférer plusieurs tables sans devoir recréer des mappings. Tac, 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 tac. Oui, bah, j'ai oublié une option, c'est qu'avant, il faut que je fasse un create schema. Donc, faisons-le. Paf, voilà. Maintenant, on va pouvoir relancer l'autre commande et ça marche. Et si maintenant je demande d'afficher le contenu de Torchwood, on voit toutes les tables qui sont dessus. Okay. Et je peux même faire un select sur une table quelconque. Electricity counter par exemple. Tac. Et voilà. Nous allons maintenant donc pouvoir attaquer la migration. Alors la première étape que je vais faire, comme vous pouvez le voir, ma base de destination a déjà des données parce que j'ai une application qui tourne. En fait, c'est la même application que l'autre, simplement c'est la nouvelle version, mais pour la tester pendant plusieurs jours, je l'ai fait tourner. Donc je vais commencer par l'arrêter pour éviter qu'il y ait des interférences entre les données que je vais insérer et les données qui seront envoyées par l'application elle-même. Donc c'est parti. Voilà. Donc j'arrête l'application. Voilà qui est fait. Maintenant, je n'ai plus besoin de cette fenêtre. Donc les informations qui sont là, donc sur la partie test, ne seront plus mises à jour. La première chose que je peux faire, c'est donc faire un tronquet de cette table. Alors maintenant que la table de destination a été purgée, on va pouvoir effectuer la copie des données. Alors la première chose à faire est de comparer les deux schémas. Donc ça, c'est le schéma de destination. Et celui-ci, c'est le schéma source. Comme on peut le voir, sample time arrivait avant en dernière position, maintenant il est en première position. Ok. Donc la copie se fait par un simple insert into donc notre table de destination. Ok. Ensuite, on sélectionne les champs qu'on souhaite voir dans la table source avec leur ordre. Tac. Voilà. On indique que c'est la table source et on fait la copie. Maintenant, les données sont copiées et on peut voir que la table est à nouveau remplie. Alors, ça va prendre un certain temps. Là voilà. Oups, j'oubliais. Il faut redémarrer l'application. Donc c'est parti. Je taxe ici. Je relance l'application et voilà. Les données vont être à nouveau insérées dans la database.